Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Charlène Siffre, fondatrice de l'École des profs et expatriée au Japon. Au moment de notre enregistrement, son bébé a 8 mois et son entreprise va fêter ses 4 ans. Alors j'en profite pour souhaiter un joyeux anniversaire à l'École des profs au passage. Dans cet épisode, vous allez découvrir comment Charlène s'est organisée pour autofinancer son congé maternité alors qu'elle était expatriée au Japon, qu'elle n'avait pas le droit à des indemnités de congé maternité et que son mari venait de démarrer un nouveau travail salarié et a donc pris un congé paternité ultra réduit, et tout en sachant qu'il n'y a pas de crèche au Japon avant les 6 mois du bébé. Et pourtant, Charlène a réussi à s'octroyer un vrai congé maternité digne de ce nom en préparant son entreprise et en anticipant pour pouvoir continuer à se verser son salaire habituel sans travailler pendant plusieurs mois d'affilée. Pari gagnant puisque l'activité a tenu bon. Alors, comment s'organiser, quoi anticiper, de qui s'entourer, c'est ce que vous allez découvrir dans cet épisode. Et si vous aussi, vous souhaitez autofinancer votre congé maternité, soit faute d'indemnité, soit pour pouvoir prendre un congé plus long que ce qui est dédommagé, restez bien jusqu'à la fin de l'épisode où je vous partagerai 6 stratégies différentes pour s'autofinancer un vrai congé maternité, puisque pour l'anecdote, tout comme Charlène, j'étais moi aussi expatriée pendant mes grossesses et moi non plus, je n'ai pas eu d'indemnité, j'ai du tout autofinancé. J'ai testé plein de stratégies. J'en ai recommandé aussi plein à mes clientes et donc voilà, je vous partagerai les meilleures à la fin de l'épisode. Et pour l'heure, place au témoignage de Charlène. Bonne écoute. Bonjour Charlène, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Je suis ravie de t'accueillir à mon micro et dans le podcast Grossesse d'entrepreneuse. Salut Solène, moi aussi je suis très contente. J'avais vraiment hâte de faire cet enregistrement parce que c'est un podcast que j'écoute depuis que quand j'étais enceinte, quoi. J'ai découvert au tout début de ma grossesse et je te suivais aussi depuis plusieurs années avec ton entreprise d'avant Creators for Good. Donc je suis enchantée et honorée d'être aujourd'hui au micro du podcast. Vraiment, merci beaucoup. Bah écoute, merci à toi. Moi, j'aime bien commencer mes interviews, tu le sais du coup, puisque tu es une auditrice assidue, par poser une question qui n'a a priori peut-être rien à voir avec ce que tu fais, ton activité et puis ta maternité, mais qui forcément a des liens et des répercussions sur les choix que tu as pu faire dans ta vie, qui est la question autour de l'enfance et la façon dont tu te projetais, toi, quand tu étais enfant ou ado, disons, dans ton futur équilibre pro-perso. Est-ce que c'était quelque chose qui te posait question? Est-ce que ça a peut-être influencé aussi tes choix d'orientation professionnelle, en fonction de la façon dont tes parents ont géré, leur propre équilibre pro-perso? Ou est-ce que c'était pas du tout une question que tu te posais à l'époque? Non, c'était pas du tout une question que je me posais à l'époque. J'imaginais pas du tout en fait, qu'il y avait même une question à ce propos, tu vois? Mais en fait, la raison principale, c'est qu'en fait, j'ai jamais eu ce rêve, moi, quand j'étais enfant, de devenir maman. Tu vois, il y a des femmes qui, quand elles sont enfants, elles ont vraiment ce truc-là de moi, je veux devenir maman. Et plus elles grandissent, et plus c'est clair dans leur tête. Moi, non. Tu vois, j'avais pas du tout ce rêve-là. J'avais plutôt cette envie de réussir professionnellement, Mmh. d'être épanouie dans mon travail parce que pour moi c'était un truc hyper important. J'ai pas eu des parents qui ont choisi qui ont eu un métier passion, disons. Donc je voyais qu'en fait ils galéraient, tu vois, il faut travailler tous les jours et puis l'argent ça tombe pas du ciel, tu vois, les phrases typiques qu'on a quand on est enfant. Et en fait moi je Mmh. m'étais toujours dit non, moi en fait je travaillerai dans un truc qui m'épanouit à 100% et le côté personnel, en fait, ça viendrait après, tu vois. C'était plus, je pense que c'est, non, je pense pas, c'est sûr. Quand j'ai rencontré mon mari en 2018, ouais, c'est vraiment là où j'ai vraiment, tu vois, eu cette envie de construire quelque chose avec lui et d'avoir un enfant. Mais j'avais 30 ans, donc tu vois, avant mes 30 ans, j'avais pas vraiment cette envie-là. C'est pas que j'avais pas cette envie, mais j'imaginais pas forcément, tu vois, moi en tant que mère. OK, et du coup, si on parle de ton début de carrière et de, cette ambition de faire quelque chose qui
t'épanouit et qui te passionne, et tu me parlais de métier passion. Qu'est-ce que tu as choisi comme orientation professionnelle, et à quoi ressemblait ton début de carrière avant de te lancer dans l'entrepreneuriat? Moi, j'ai fait des études, très banales, littérature, langue, tout ce qu'il y a de plus banal, parce que j'ai toujours été très passionnée par les langues et par la littérature et en fait, je vis à l'étranger depuis que j'ai 18 ans, donc ça fait 18 ans, quelque chose comme ça, et en fait, Qu'est-ce qui si t'a tu amené veux à vivre à l'étranger? Parce que c'est assez, atypique, enfin, en tout cas, aussi jeune. Est-ce que c'est tes parents, du coup, qui ont été expatriés, c'est ça? non, c'est moi qui suis partie. J'avais, depuis petite, en fait, j'ai toujours eu cette envie, tu vois, de découvrir un peu le monde. Et puis depuis petite, j'ai toujours eu cette grande passion pour les langues étrangères. J'en apprenais, beaucoup quand j'étais petite. J'essayais toujours de voir des films en version originale. Enfin, j'avais vraiment cette envie-là, tu vois, de voir le monde, en fait, et de connaître d'autres cultures. Et donc, quand j'ai eu 18 ans, je suis partie, en Espagne comme fille au pair. Mmh. Et puis, en fait, de fil en aiguille, je suis restée là-bas pendant 8 ans. Ensuite, je suis partie à Londres. Ensuite, je suis allée au Japon et ensuite, je suis revenue en Europe pendant quelques années. Et maintenant, me voici de nouveau au Japon depuis pratiquement 2 ans. Ça fait qu'on est rentré. Pour en revenir à mes études, j'ai fait des études voilà de langue et littérature et j'avais très envie de devenir professeure de FLE. Donc le FLE, c'est le français langue étrangère. Et j'ai commencé comme prof de FLE en fait juste après mes études. Je suis partie au Japon du coup enseigner ici le français et j'ai toujours été, si tu veux, salariée quoi. J'ai toujours été employée dans une école et jamais j'ai eu cette envie-là, tu vois, d'entreprendre. C'était pas vraiment dans mes idées avant 2018. Parce qu'à ce moment-là, j'ai vécu un burn-out qui m'a beaucoup détruit. Vraiment faire un truc assez costaud qui laisse qui laisse pas mal de séquelles. Donc pendant plusieurs mois, j'ai pas pu travailler, j'étais vraiment dans un truc un peu d'introspection et de me dire qu'est-ce que je vais faire, et c'était pour moi très clair que je ne voulais plus du tout revenir dans le salariat. Et à ce moment-là, je venais de re-rentrer, tu sais, en Europe après avoir travaillé ici au Japon, et je me suis dit: «OK, c'est le moment en fait, je pense que là, je suis en train de revivre une nouvelle vie en Europe, donc c'est le moment de me lancer, quoi». Donc j'ai lancé Mmh. en fait, Bonjour BCN qui était, une école de langue en ligne, et c'est là en fait où tout a commencé, enfin mon aventure entrepreneuriale a commencé, quoi. Non, je Ouais. me reconnais vraiment dans ce que tu racontes, parce que moi aussi, je me suis lancée dans l'entrepreneuriat, à l'étranger et après un burn-out. Ah c'est vrai, et j'ai Donc l'impression que c'est assez commun, tu vois? Le burn-out, j'ai l'impression que c'est mmh comme une renaissance, et il y a beaucoup de personnes à qui je parle qui me disent, «Bah, en fait, j'ai vécu un burn-out, donc c'était la pire des expériences, mais en fait, je suis contente de l'avoir vécu parce que finalement, j'ai vécu, enfin je ensuite je me suis ouvert vers un autre, enfin j'ai trouvé un autre chemin, disons, professionnel». Ouais. Tu pas la première personne, tu vois, qui l'a aussi Mais je pense vécu. aussi que l'entrepreneuriat, ça fait peur, en fait, parce qu'on nous a biberonnés au salariat, que l'école, ça Ouais, prépare, au salariat. Ça a été créé d'ailleurs, pour, que les gens deviennent des bons petits employés, quoi, ouais, qui carrément. suivent bien les ordres du contremaître. Ouais, Et du coup, c'est vrai que je pense qu'à moins d'un électrochoc, c'est difficile, d'oser se lancer. Alors il y en a qui le font, il y en a d'ailleurs qui témoignent à mon micro, qui ont eu l'audace, tu vois, de se lancer sans même, vivre quelque chose de difficile. Mais c'est vrai qu'il y a souvent un tournant quand même, donc ça peut être un burn-out, ça peut être, le covid. On sait qu'il y a beaucoup de personnes qui se sont lancées après cette période-là. Ça peut être aussi la naissance d'un enfant, parce que, bah, voilà, ça t'oblige à prendre du recul, et à mettre les choses à plat et se dire: «Attends, je vais peut-être pas passer, ma vie, à voilà, à faire quelque chose dans lequel, je suis pas à ma place finalement», et du coup, ouais, c'est super intéressant. Et donc tu te lances, dans l'entrepreneuriat en 2018. Tu nous disais tout à l'heure que c'était aussi l'année de rencontre, de ton futur mari, et aussi, voilà, c'est cette rencontre et cette mise en couple-là qui t'a, toi, donné envie de construire, une vie ensemble et une famille, et de devenir éventuellement, parents un jour. Quand est-ce que le projet bébé est arrivé, et puis surtout, comment toi tu appréhendais la maternité maintenant que tu étais, à ton compte? Voilà, est-ce que c'était quelque chose
qui te posait question, qui te faisait peur ou au contraire, pas du tout? Enfin voilà, comment tu appréhendais la chose? Honnêtement, j'y pensais pas vraiment parce que, encore une fois, je pensais que, tout allait s'embriquer, de manière hyper naturelle, tu vois? Tout allait être facile. J'avais pas vraiment, tu vois, de grandes questions. Je m'étais dit: «Bah non, bah moi je travaille à mon compte, ce sera facile quoi, il y aura pas de problème, il y aura pas de questions à se poser», tu vois? J'en rigole beaucoup maintenant, parce que c'est vraiment n'importe quoi. J'aurais dû vraiment enfin, c'est pas que j'aurais dû plus, m'informer, mais j'aurais peut-être dû, ouais, peut-être que j'aurais dû plus m'informer, tu vois? J'étais un petit peu, quelquefois, ouais, un petit peu naïve peut-être, tu vois, sur ce point-là. Le mot Quand naïve, il revient tellement souvent c'est vrai? dans mes interviews. Ouais, c'est un mot qui est prononcé, voilà, très, très fréquemment. D'ailleurs, ça me donne une petite idée de montage, tu sais, où je mettrai tous les uns à la suite des autres. Parce que oui, voilà, c'est effectivement, on a du mal à se projeter, mais je pense que c'est pas uniquement la maternité en tant qu'entrepreneuse, c'est la maternité tout Oui, court. en On a général. beau en entendre parler et on a beau essayer de se projeter, c'est difficile de comprendre tant qu'on l'a pas vécu de toute façon. Et puis après, tant mieux si tu étais plutôt optimiste, parce que Ouais. l'autre versant, c'est les personnes qui sont pétrifiées, qui repoussent leur projet bébé, qui avortent parce qu'elles sont, entrepreneuses. Enfin, tu vois, il y a aussi Mmh. l'autre extrême. Et donc, quelque part, voilà, en tout cas, on compose avec sa réalité. Et c'est pour ça, merci beaucoup de témoigner aujourd'hui à mon micro. Et c'est pour ça que j'ai lancé le podcast. C'est pour, voilà, pour partager les coulisses et permettre de se projeter au fil des différents récits et des différents parcours de chacune, quoi. Pardon, je t'ai coupé, mais je pense que Vas-y, vas-y. c'est hyper important, tu vois? C'est pour ça que, par exemple, toi, ton podcast m'a beaucoup aidée quand j'étais, enceinte parce que j'ai écouté, en fait, différents profils, tu vois? Il y avait pas que mon profil à moi, il y avait différents profils. Il y avait des femmes qui faisaient, une chose complètement à l'opposé de ce que je faisais moi, puis il y avait d'autres femmes qui, se rapprochaient un peu de ce que je faisais moi. Et j'ai trouvé en fait que c'était hyper intéressant de voir qu'il y avait des femmes qui l'ont hyper bien vécu, il y en a d'autres qui l'ont hyper mal vécu, il y en a d'autres où c'était bon un petit peu, des sables mouvants. J'ai appris en fait que un enfant ça change, du tout au tout à vie, pour le meilleur et pour le pire, mais aussi que chaque femme et aussi chaque père, on va pas les mettre, de côté parce que c'est enfin pour moi c'est un peu voilà le cocon. Chaque famille vit la maternité d'une façon différente et chaque famille va vivre un petit peu cette arrivée, de ce tsunami un peu, d'une manière très propre à eux, tu vois? Donc en fait, Mmh. oui, tu peux te projeter et oui, tu peux t'informer et oui, tu peux écouter tous les podcasts que tu as envie, de lire tous les livres que tu as envie, mais en fait, la façon dont toi tu vas vivre le truc, en fait, il y a personne qui va te le dire, il y a personne qui va te le prédire, tu vois? Tu vas le vivre, dès que l'enfant sera là. Et je pense que quand j'étais donc je l'ai pas dit tout à l'heure, mais je suis un peu à ma deuxième aventure entrepreneuriale. Si tu veux, au début, j'avais une école de langue, puis ensuite j'ai bifurqué un petit peu. Maintenant, j'ai un programme de formation en ligne qui aide les professeurs à devenir indépendants. Et avec ce programme-là qui s'appelle l'école des profs, si tu veux, je ne vends plus mon temps du tout, alors qu'avant je le vendais. Et donc en fait, quand je vendais mon temps à enseigner en ligne, j'avais pas du tout cette question, enfin je me posais pas du tout cette question de comment je vais faire pour être mère parce que pour moi c'était absolument pas possible, tu vois. Je m'étais dit en fait tant que j'aurais pas mis en place un système, ce sera pas possible de devenir mère parce que ça veut dire que je vais devoir prendre une pause pendant plusieurs mois, ça veut dire qu'il va pas y avoir de rentrée d'argent ou alors très peu. Et depuis que j'ai l'école des profs depuis 2021, c'est on pourra en reparler, mais c'est une entreprise qui est, très stable maintenant et où en fait les revenus que je reçois ne sont pas corrélés du temps de travail, tu vois? Donc en fait, Mmh. quand je suis tombée enceinte et quand j'ai eu mon bébé, ça a pas changé grand chose dans mon travail au quotidien. Voilà, je voulais Et juste le dire justement, parce à que quel stade de développement en était l'école des profs, quand tu tombes enceinte? Donc, tu l'as mmh, lancée en 2021. Ça faisait 2 ans, 2-3 ans? ouais, ça faisait 2 ans et demi quand je suis tombée enceinte. Là, donc ça on va faire, 4 ans là le mois prochain déjà. C'était un stade, très très mature, très avancé, très stable. Donc j'avais absolument pas, tu vois, de questionnement par rapport à ça.
Il y avait pas ce Ouais. truc-là de: «Oh Quand là tu dis là, qu'est-ce». mature, je veux bien que tu expliques, Ouais, justement, ce que tu entends par là, bah, pour aussi nos auditrices, qu'elles puissent, pas se comparer, mais tu vois, avoir un ouais, voilà, ouais. avoir, ouais, en termes peut-être d'équipe ou de stabilité de chiffre d'affaires, c'est ça que tu entends par là? Oui, en fait, là aujourd'hui, on est une équipe, donc je travaille avec des prestataires. On est, une entreprise qui, a un système, assez solide aujourd'hui, tu vois? Où j'ai plus besoin, alors bien sûr, je dois créer du contenu, je dois avoir une présence, en ligne, tu vois? Pour faire connaître l'école des profs, et puis il y a tout ce côté-là, communication, marketing, qui moi me plaît beaucoup, mais qui est nécessaire du coup pour vendre le projet. Mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est pas, c'est rodé en fait. C'est une entreprise, tu vois, qui existe depuis longtemps. C'est une entreprise, les profs qui veulent devenir indépendants en général connaissent, ou alors s'ils font une petite recherche sur Google, ça va sortir, tu vois. Il y a plus besoin forcément que je travaille 12 heures par jour, tu vois, pour faire des efforts pour faire connaître le programme. Mmh. Donc pour moi, c'était une chance, tu vois, de me dire: «Ben, en fait, je tombe enceinte au meilleur moment possible», parce que, j'ai pas vraiment de questions à me poser en termes de finances, tu vois? Mmh. J'ai un chiffre d'affaires qui est complètement, intéressant, qui me permet, tu vois, de vivre confortablement, et j'ai pas de questions à me poser à ce niveau-là, quoi. Donc oui, je sais pas si je réponds à ta Ouais, tu question, sentais mais que le modèle économique que tu avais choisi pour, arrêter de vendre ton temps comme, prof, et plutôt, bah, voilà, créer un système de formation et puis, qui était moins dépendant ou peu dépendant complètement. de ton temps. Mmh. Du coup, ça te sécurisait aussi et ça a sûrement participé au fait de pas, trop appréhender, je parlais Ouais, de non, pas naïveté du tout à tout. l'heure, mais en tout cas, voilà, d'être sereine, par rapport à cette future, grossesse. Ouais. Et du coup, comment s'est passé, ton début de grossesse? Est-ce que tu as pu tomber enceinte, rapidement ou est-ce que tu as eu des aléas avant, que cette grossesse se concrétise? Et puis peut-être aussi ton 1er trimestre de grossesse, comment ça s'est passé le démarrage de l'aventure? Mmh. Pour nous, alors ça a pas été une surprise, cette, grossesse, mais ça a été une surprise dans le sens où c'est arrivé très vite, et du coup, on parle beaucoup, des personnes qui mettent du temps à avoir des enfants, et je suis, vraiment, de tout cœur avec elles, parce que j'ai beaucoup de personnes autour de moi, tu vois, qui galèrent avec ce genre de problématiques. Mais on parle pas aussi, tu vois, des autres personnes qui ont envie d'avoir un enfant et en fait, qui arrivent de suite. Et en fait, souvent, on a du mal, vraiment, et je le dis pas, comme, je suis pas du tout en train de me plaindre aujourd'hui, hein, c'est la plus belle chose, au monde. Mais alors oui, j'étais prête, tu vois? Parce que ça faisait longtemps qu'on en parlait avec mon mari et on était vraiment sur un truc là, c'est bon, on y go, quoi. Mais ça a été une grande surprise, tu vois? Une énorme surprise, et ça m'a un petit peu, déstabilisée, tu vois? Les premières semaines, j'ai envie de dire. J'ai pas eu de doute, mais ça m'a beaucoup déstabilisée, où je me suis dit: «Ah non, mais moi je m'attendais pas du tout à ce que ce soit aujourd'hui. Là, il me fallait quelques mois, tu vois, pour, parce qu'en plus, une chose importante, c'est qu'on venait à peine de revenir au Japon. Donc ça faisait 5 ans qu'on était, revenus en Espagne, et là on revenait au Japon. On est arrivé, si mes souvenirs sont bons, le 12 novembre, et je suis tombée enceinte le 15 décembre, tu vois? Donc en fait, il y a eu un truc où je me suis dit: «Ah ouais, c'est très vite là». Moi je voulais un peu Et beaucoup plus, de changements tu d'un vois? coup, oui, effectivement. Voilà, Mmh. exactement. En plus, tu vois, je m'étais inscrite à une école de japonais, intensive, pour faire un truc pendant 6 mois où j'avais, 20 heures de cours par semaine, quelque chose comme ça. Donc en fait, j'étais un petit peu déstabilisée dans le sens où, OK, je commence un cours de japonais là à fond. J'ai mon entreprise qu'il faut enfin, il faut qu'elle marche, quoi. Je peux pas la mettre, entre parenthèses, et en plus, là, je suis enceinte. Donc tu vois, c'était un peu, beaucoup pour moi, tu vois? Ouais, Mmh mh. donc 1er tsunami émotionnel au début de la Un grossesse peu, et physiquement, comment est-ce que tu te sens dans les 3 premiers mois? Je pose la question parce que, ouais. c'est souvent, une période de la grossesse où enfin, heureusement, c'est remis en question, mais en tout cas, on a tendance à cacher sa grossesse les 3 premiers mois et du coup, on est parfois aussi confronté à de la fatigue, à des nausées, voire des vomissements et même si on sait que ça peut arriver, c'est pas tout à fait la même chose de les vivre et on peut, voilà, parfois être, surprise de l'intensité, en fait, alors même que le ventre se voit pas et que, voilà, c'est le tout début, mais c'est parfois le trimestre le plus éprouvant physiquement.
accouchement. D'autant plus qu'on n'y est pas préparé à cause de cette espèce de tabou Ouais. sociétal de faut pas dire quand on est enceinte au début, et donc toutes les femmes se cachent et cachent leurs symptômes, et du coup quand on y passe, on peut être surpris aussi. Comment ça s'est passé pour toi? Alors pour moi, je dois dire que j'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai pas eu du tout de symptômes. Enfin, j'ai jamais été malade. Je Mmh. me suis pas sentie fatiguée. Le seul symptôme que j'ai eu, c'est que j'avais beaucoup de poitrine, tu vois? Heu, énormément de poitrine, et donc les gens qui me connaissaient d'avant pouvaient peut-être, tu vois, se poser des questions. Mais au niveau physique, je pétais la forme, quoi, vraiment, et ça a été, on pourra en parler, mais ça a été comme ça pendant toute ma grossesse. Franchement, Mmh. j'ai vécu une grossesse de rêve. Je me sentais Mmh. hyper belle, hyper sexy, j'avais des cheveux de rêve, j'avais une trop belle peau. Enfin, tu vois, j'étais au top niveau de ma au top niveau de la version de la Charlène, vraiment, on fire. J'étais mais hyper heureuse, hyper belle, je sais pas, Mmh. non, j'ai jamais été malade, j'étais pas fatiguée. Peut-être le 3e trimestre, tu vois, j'étais un petit peu fatiguée parce que bon, normal. J'adorais mon ventre. Enfin, je sais pas, j'ai vécu une très belle grossesse, et en même temps, on l'a vu assez, tard, tu vois, mon ventre. Même jusqu'à 6 mois, quand je disais que j'étais enceinte, les gens, ils me regardaient: «Ah bah oui, oui, c'est vrai», mais en fait, c'était très, tu vois, ça se voyait pas énormément parce que je Discret. suis quand même Mmh. assez menue, et je pense que du coup, c'était peut-être pour ça, je sais pas. Et puis le premier, bon, c'est toujours un peu comme ça, Mmh. on Ouais, m'avait ouais, dit, ouais, mais effectivement, ça dépend des grossesses, de la morphologie, voilà. et puis aussi, voilà, dans l'imaginaire collectif, la femme enceinte, elle a le gros ventre de 3e trimestre. Ouais. Mais en fait, Mmh. il y a une période un peu traître effectivement, au Oui. 2e trimestre, ça commence à se voir, mais habillée, pas, enfin voilà, c'est pas encore, nécessairement, flagrant, et puis effectivement, ça dépend beaucoup, d'une femme sur l'autre et d'une grossesse sur l'autre. Bon, bah, génial, en tout cas, si ça s'est bien passé, physiquement, et que tu as pas eu d'handicap particulier, ou en tout cas, voilà, pas de symptômes trop handicapants, hein, c'est génial. Et est-ce Ouais. que, mentalement, parce que tu nous parlais de ce, voilà, de ce choc, de la surprise, que ce soit arrivé aussi vite, et du coup, voilà, de cette, ouais, d'avoir été un peu déstabilisée au début. Est-ce que sur la suite de ta grossesse, au 2e ou au 3e, tu as, voilà, pu digérer la nouvelle et tu t'es sentie mieux? Ou est-ce que tu as eu d'autres, appréhensions, à bien vivre cette grossesse? Mmh. Non, mentalement, le challenge mental, ça a plus été en postpartum, et on en reparlera. Pendant Mmh. la grossesse, non. Je te dis, c'était les premières semaines qui ont été Ouais. très déstabilisantes pour moi. Et une fois, tu vois, que tu vas, à la maternité et que tu entends le battement du cœur de ton bébé, là, tu as tout qui s'envole et tu te dis: «Bon, c'est bon quoi, tout va bien», tu vois? J'ai été très bien accompagnée ici, tu vois? Il y a un système de santé qui est vraiment top. La grossesse a été, très médicalisée, peut-être, plus qu'en France, je sais pas, tu vois? Mais en tout cas, Mmh. pour moi, c'était très rassurant parce que, bah, tu dans un pays, tu vois, enfin, t'es à l'étranger, je parle japonais, mais je suis pas bilingue non plus, tu vois? Et donc le fait, tu vois, qu'il y ait, énormément d'accompagnement, on ait des échos, très, très, très régulièrement, beaucoup d'informations, moi, ça m'a beaucoup rassurée. Donc j'étais très bien, en fait, au niveau mental, OK. et je profitais beaucoup de ma grossesse, au jour le jour, ouais. OK, Mmh. super. Et comment est-ce que tu as annoncé ta grossesse, dans ton cercle, professionnel? Est-ce que tu l'as annoncé d'ailleurs? Et comment est-ce que tu t'es organisée? Est-ce qu'il y a des choses qui ont commencé à évoluer déjà, pendant ta grossesse, et comment tu as anticipé aussi ton congé maternité? Je l'ai assez rapidement dit aux membres de mon équipe parce qu'en fait, il y avait des choses, tu vois, qu'il fallait qu'on change. Il y avait enfin, je me sentais pas, en fait, de cacher ça très longtemps, tu vois? C'était Mmh. vraiment, les prestataires avec qui je travaille, c'est des prestataires avec qui je travaille depuis des années. Donc on a vraiment ce rapport de confiance-là, tu vois? Et je l'ai assez rapidement dit, hein. Je pense qu'au bout de peut-être 1 mois et demi, quelque chose comme ça. À mes clients, je pense que j'ai attendu, il me semble que j'avais attendu vraiment la moitié de ma grossesse, tu sais, quand on a l'écho, pour regarder tous les membres du corps, les organes, et cetera. Après le test aussi de la trisomie, tous les gros tests, tu vois, qu'on te fait passer. J'avais voulu attendre vraiment ça pour l'annoncer aux clientes, de l'école des profs. Et Mmh. pour ce qui est réseaux sociaux, tout ça, je l'ai annoncé très tard. Je pense que je devais être, autour du 7 ou 8e mois, tu vois?
Mmh. Tout simplement parce que j'avais envie de garder ça pour moi. Je partage beaucoup sur les réseaux, tu vois? Sur YouTube, sur Instagram, sur mon podcast et j'avais envie de garder un petit peu ce truc-là, pour nous, tu vois? Un peu ce truc-là secret. Et puis, Ouais. bah, vu que ça se voyait pas non plus, tu vois? Beaucoup, bah, sur mes vidéos, il y a personne, jamais personne qui m'ont dit: «Mmh, il y a un truc qui se trame», tu vois? Pas du tout. Donc ouais, non, je l'ai annoncé assez tard sur les réseaux et c'était très, très bien comme ça et je OK. referai pareil. Et quand tu l'as annoncé à tes Ouais. clientes, est-ce que tu leur as annoncé: «Je suis enceinte» ou est-ce que tu leur as aussi, voilà, expliqué que les choses allaient être organisées différemment pour elles ou qu'au contraire rien n'allait changer? Enfin, comment parce que parfois c'est Ouais. aussi, voilà, ce qu'on appréhende, Mmh. quand on est, voilà, quand on est à son compte, c'est, voilà, l'annoncer à ses clients, sachant que, encore une fois, j'ai un truc que je dis souvent, mais les salariées, elles sont protégées par le droit du travail. Quand elles annoncent leur grossesse auprès de leur employeur, elles n'ont plus les employeurs n'ont plus le droit, en théorie en tout cas, de, les licencier et de les mettre au placard ou quoi, aux caisses. Une entrepreneuse qui annonce sa grossesse, les clients peuvent partir en courant en disant: «Oh là là, le le bateau tangue, allons voir, la concurrence». Donc, toi, est-ce que tu avais anticiper un petit peu, ça et rassurer tes clients d'une façon ou d'une autre sur la façon dont, leurs prestations allaient pouvoir, continuer? Oui, j'avais très bien organisé le truc parce que du coup j'ai, une collaboratrice avec qui je travaille depuis, 3 ans maintenant sur l'école des profs et c'est elle en fait qui m'aide à, gérer tout le soutien, sur la communauté en fait de l'école des profs. Donc Mmh. on est comme un Slack si tu veux où, on doit répondre du coup à des questions, on doit animer cette communauté, on a, des réunions, mensuelles avec ces profs-là. Donc, avant d'annoncer la nouvelle, j'avais fait une grosse réunion avec ma collaboratrice, tu vois, pour parler en fait de qu'est-ce qui va se passer quand moi je serai plus là et qu'est-ce qui va se passer pendant mon congé maternité, mais après aussi parce que j'allais pas reprendre à 100. On en reviendra, Mmh. enfin on en parlera un peu plus tard. Ouais. Donc on a fait tout ce qu'on a pu en fait pour que mes clientes ne ressentent pas mon absence, et pour qu'elles en aient pour leur argent et que, voilà, elles ne partent pas et qu'elles sentent pas en fait qu'il y a eu un couac ou, peut-être, c'était une arnaque ou je sais pas quoi, tu vois? Donc pour moi, c'était Mmh. vraiment la l'objectif numéro un, c'était que mes clientes ne ressentent pas mon absence et que si, bien sûr, je peux pas me diviser en 2, donc je ne suis pas là, mais que même si je suis pas là, en fait, que tout continue à marcher comme si, j'avais été Mmh. là. Et je pense qu'on a très bien Ouais, réussi de ça, donc j'en suis hyper fière, vraiment. super. Et Ouais. est-ce que tu peux nous dire, quel format ont tes services? Est-ce que c'est un abonnement? Est-ce que c'est, un service sur une durée donnée? Comment est-ce que ça fonctionne exactement? Parce que ça aussi, ça influence, sur le fait que les personnes peuvent, être tentées de partir ou pas. Ouais. Complètement. Alors en fait, quand un prof qui veut devenir indépendant achète l'école des profs, donc c'est un produit, c'est un programme, donc il accède directement à tous les modules de la formation qui sont déjà enregistrés. Et en plus de ça, en fait, il peut vouloir rejoindre notre communauté. Donc c'est une communauté qui a un abonnement mensuel, qui n'a Mmh. pas, enfin tu peux partir si tu veux au bout de 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois, 1 an. T'es pas obligé de rester sur une longueur imposée. Donc en fait, oui, Mmh. tu peux si moi j enfin quand j'ai annoncé que j'allais, prendre un petit peu de temps pour cette grossesse et pour cet accouchement, je pouvais très bien avoir, plein de personnes qui partent parce que, bah, leur abonnement, tu vois, ils en ont marre ou, ils ont Mmh. plus envie d'être avec nous. Mmh. Ouais, Oui, donc c'est pas enfin, un il y a bonus en plus du non, service principal, c'est une non, prestation, c'est une complémentaire, prestation complémentaire. et ça pèse combien sur ton chiffre, d'affaires, en pourcentage, tu vois, grosso modo, en ordre de grandeur? C'est environ 10%, c'est pas énorme, tu vois? OK. Ouais. C'est environ Ouais, dix ouais. pour cent. C'est pas, c'est vraiment une chose en plus qu'on a mis en place parce qu'on sait que les professeurs et les indépendants en général, en tout cas, ils ont besoin de faire partie d'une communauté, tu vois? Mmh. Mais c'est un abonnement qui est pas cher, tu vois? C'est à 19,99 €. Tu peux rentrer dans cette communauté, faire quelques lives et partir si tu en as envie. Mais en tout cas, ce Mmh. soutien-là que nous, on offre, tu vois, aux clients, pour moi, c'est indispensable, quoi. Mmh. Oui, puis ça permet aussi d'être à l'écoute des besoins et de faire des ajustements sur le produit principal, enfin sur Complètement. la Ouais. formation que tu as créée et que tu vends, en tant que telle, aussi, donc c'est hyper précieux effectivement.
On va venir sur la partie congé maternité, mais avant de parler de ça, est-ce qu'il y a autre chose qui s'est passé pendant ta grossesse par rapport à ton entreprise, que tu souhaites, nous partager ou est-ce qu'on a fait le tour? Je dois dire, et je pense que c'est important de le dire pour toutes celles qui sont en projet bébé ou qui sont enceintes aujourd'hui, pour du coup gérer bien leur entreprise, il y a un énorme travail de préparation avant de partir. Moi, j'ai, du coup, comme je l'ai dit, j'ai fait une grosse réunion avec, ma collaboratrice, avec tous mes prestataires et donc on a fait en fait, en sorte, tu vois, de tout mettre en place pour que quand je parte en août, que tout continue, tu vois, à se publier sans que moi je sois là, à faire la publication sur Instagram, sur les réseaux sociaux, pareil, sans que moi je sois là, les vidéos YouTube, les podcasts, et cetera. Donc en fait, il y a eu un énorme travail de préparation et ça, je l'ai préparé depuis mars. Donc j'ai accouché début septembre et je m'y suis collée, tu vois, début mars, donc fin du premier trimestre à peu près. Et de Mmh. mars à, on Donc va tu as dire, à du coup juillet, batché du contenu à voilà. l'avance, c'est ça? Mmh. Voilà, donc j'ai batché, tout le contenu à l'avance. J'ai, essayé, tu vois, que, ma collaboratrice fasse le pont un peu avec tous les prestataires pendant mon absence pour, valider, par exemple, les vidéos, les articles de blog qui sortaient. On a fait un calendrier, à la co dans la communauté des profs de l'école des profs, tu vois, pour que, tout fonctionne, sans aucun couac, sans aucun problème. Voilà, ça a été vraiment, beaucoup, beaucoup de travail en amont. Mais en fait, je me suis rendu compte qu'en batchant du contenu, tout continuait à marcher sans aucun problème, sans ma présence, tu vois? Donc en Mmh. fait, bon, des fois, tu te poses des questions, tu te dis: «Bon, en fait, je peux carrément partir 6 mois dans l'année». Non, je ne le ferai plus. Mais tu vois, c'était, voilà, de la préparation en amont, pour que tout puisse, rouler, comme d'habitude, quoi. Et quand tu dis: «Non, je ne le ferai plus», c'est parce que ça a été une période de travail plus intense, c'est ça? Et que là, tu aurais Ouais, plus, ouais. la capacité? Trop de travail. En plus, voilà, j'allais en cours de japonais 4 heures par jour. Je bossais l'après-midi. Il fallait que je réfléchisse à tout ce batching-là. Même si j'étais en forme, j'étais quand même enceinte, tu vois? J'avais aussi pas mal de rendez-vous médicaux. À partir du Mmh. moment, on n'en a pas parlé parce que c'est une anecdote, mais à partir d'un moment, j'ai une grosse sciatique, donc j'allais, toutes les semaines, 2 fois par semaine, voir un kiné parce que j'étais vraiment, au bout de ma vie. Ouais, non, c'était beaucoup de travail, beaucoup, beaucoup de travail. Mmh. Mais franchement, enfin, ça a été, incroyable parce que, quand je voyais, en fait, quand j'étais en congé maternité, pendant ces quelques mois, que tout se programmait et tout se publiait sans aucun problème et que j'avais fait, vraiment l'effort, tu vois, de tout, tourner et de tout créer, avant, Mmh. tu quand même assez fière, tu vois, d'avoir fait tout ça. Bah, ouais, carrément. Mmh. Ouais, ouais. Ouais. Bah, c'est super et on en reparlera, sur après, aussi, les répercussions sur ton activité. Mmh. Mais, moi, c'est vraiment ce que je conseille de faire, en fait, quand on prend un vrai congé maternité, c'est de bien faire attention à pas, disparaître plusieurs mois parce qu'après il y a un Ouais. effet, Mmh. un rebond derrière qui peut être, vraiment difficile pour le chiffre d'affaires et aussi du coup pour, la confiance en soi. Dans une période où on est fragile psychologiquement en Ouais. postpartum, Ouais. d'avoir l'activité qui roule, c'est quand même, beaucoup, beaucoup plus confortable que quand, le monde le monde a c'est enfin voilà, il y a le tsunami, de la maternité, plus l'activité qui tangue, ça fait beaucoup en fait. Ah, Donc mais c'est pour ça que complètement. ça vaut le coup d'investir dans ce travail que tu as fait. Et du coup, tant mieux que ta grossesse se soit, bien passée à part quelques petites anecdotes et que tu étais dans cette, belle énergie parce qu'effectivement, c'est génial quoi. C'est ce qui a voilà permis de faire en sorte que tout se passe bien. Par rapport à ton congé maternité, combien de temps avais-tu décidé de t'arrêter? Est-ce que tu as eu droit à des indemnités de congé maternité? Comme tu es à l'étranger, peut-être que ça fonctionne un peu, différemment. Est-ce que toi, tu as maintenu ton salaire, habituel ou pas? Comment ça s'est goupillé, par rapport à ton arrêt de travail? Dans mon cas, en fait, j'ai pas eu d'indemnité, Mmh. parce que à ce moment-là, mon entreprise était encore immatriculée en Espagne et malheureusement, j'ai été assez surprise, que mon comptable m'explique que pendant cette période-là, de pause, je n'avais pas de j'avais pas le droit, en fait, d'avoir des rentrées d'argent, tu vois? Et moi, comme je ne vends pas mon temps,
et que je vends un produit qui peut s'acheter à minuit quand je suis en train de dormir, par exemple, c'est très compliqué en fait. J'allais pas mettre sur pause en fait, tu vois, ces achats, ces inscriptions, parce que forcément c'est mon gagne-pain quoi. C'est ça qui me fait vivre, tu vois. Et puis tu as Donc une équipe à j'imagine qui travaille pas, accessoirement, pour, la gloire donc voilà, faut accessoirement. faut les payer. Ouais. Tout à fait. Et puis tous ces abonnements, tu vois, comme je t'ai expliqué, de prof, enfin, je veux dire, j'ai des rentrées Ouais. d'argent qui sont, mensuelles, quoi, donc je ne peux pas, mettre ça sur pause. Donc on en a, longuement parlé avec mon mari et donc on s'est dit: «Bon, tant pis, on autofinance, disons, ton congé maternité et je ne reçois pas d'indemnité». Ce que j'ai trouvé hyper triste, sincèrement, en 2024, l'année dernière, du coup, qu'on doive choisir aujourd'hui, tu vois, dans un monde où on vit quand même dans des pays développés et on doit choisir ça. Et je veux dire, les États devraient comprendre qu'on a des personnes qui sont à son compte, qui sont à leur compte, qui ne vendent pas forcément leur temps, qui vendent des produits. Et même, il y a des personnes qui ont des e-shops et des choses comme ça. Et en fait, qu'est-ce que tu fais quand tu viens Oui, d'avoir ou un des enfant? paiements différés. Il y a aussi des Ou des prestataires paiements de différents. services, qui sont payés à plusieurs C'est échéances. ridicule. En Ouais, France, ça marche un petit peu différemment, mais c'est en train d'être remis en cause. Donc il y d'accord. a des subtilités, enfin, en France, on a le droit, on s'engage à ne pas travailler pendant la période où on est indemnisé. Par contre, notre entreprise est censée pouvoir continuer à encaisser du chiffre d'affaires. Mais comme je te le disais, c'est quelque chose qui est, je sais pas si ça va évoluer, mais en tout cas, il y a un couac administratif. Bon, je vais pas rentrer dans les détails. On en parle dans la masterclass juridique avec la juriste qui intervient dans mon accompagnement, parce que il y a voilà, il y a une erreur en fait qui est parfois envoyée à certaines un courrier qui demande la mise en sommeil de l'activité qui n'est pas en Ah fait ouais, obligatoire. Mais ça d'accord. induit en erreur énormément de femmes. Donc j'en profite, voilà, pour faire ma petite parenthèse aussi au sein de ton épisode. Ouais, Parce ouais, très qu'effectivement, intéressant. comme tu le dis, toi, c'était une obligation en Espagne, comme te l'expliquait ton expert comptable, et c'est hyper préjudiciable et du coup, tu as décidé d'autofinancer. Et donc c'est une discussion que tu as eue avec ton mari, ça m'intéresse parce que je trouve ça super. Du coup, voilà, comment est-ce que vous avez, tous les 2, enfin, je sais pas si vous l'avez financé tous les 2, mais du coup, quelle a été, la nature de cette discussion et qu'est-ce qui a été décidé finalement, pour te sécuriser pendant cette période-là? Ah très, très simplement, j'ai décidé d'autofinancer mon congé maternité moi-même parce que, j'ai la trésorerie pour, et donc enfin j'ai continué en fait à me verser un salaire, normal. En fait, c'est un pari, tu vois? C'est un pari parce que je me suis dit: «OK, je suis en train de tout mettre en place pour que ça continue, pour que l'usine continue à marcher». Quand je regarde, quand j'ai eu terminé mon congé mat et que j'ai fait un petit peu le bilan de tout ça, je me suis rendu compte que rien n'avait changé, que toutes les inscriptions qui étaient arrivées à l'école des profs, elles auraient pu, se passer même si moi j'étais là. Donc en fait, ça n'a pas changé grand-chose, tu vois? Enfin, Grâce à tout le travail de prépa en amont et au fait d'avoir, voilà, que tes clients soient bien chouchoutés, même en ton absence, quoi. Mmh. voilà, tout à fait. Donc en fait, voilà, j'ai financé mon congé mat, j'ai continué à me verser les salaires que j'avais, que je me versais avant et finalement Ouais, rien n'a changé, quoi. Mmh mh. OK. Je rebondis quand même sur la question du du mari. Ouais, Comment est-ce que ouais. vous êtes organisés économiquement et pratiquement, avec ton conjoint, pendant ton congé et après ton congé maternité aussi? Déjà lui, est-ce qu'il a eu le droit à un congé, paternité au Japon? Comment est-ce que vous avez décidé de vous répartir aussi la charge? Et voilà, comment ça s'est passé, dans cette équation-là, cette partie-là de l'équation? Très intéressant en fait. Encore une fois, je te dis, on était dans une configuration assez particulière parce que il venait de commencer dans une entreprise donc en avril de l'année dernière. Moi, j'ai accouché en septembre et on s'est dit que stratégiquement parlant, c'était pas une super idée, tu vois, qu'ils prennent 3 mois de congé paternité à partir de septembre, tu vois, sachant qu'ils venaient de rentrer dans cette entreprise en avril. Hem, Au Japon, c'est 3 mois le congé paternité? ouais, tu peux demander jusqu'à 3 mois. Ouais. Waouh! Je ne savais pas, encore une fois, le tsunami que j'allais vivre, donc je m'étais dit: «Mais c'est bon, je vais gérer et tout», sachant qu'on n'a pas de famille ici. Enfin, je veux dire, on est, vraiment,
Donc la famille de mon mari habite au Japon parce qu'ils sont d'ici, mais ils sont pas du tout dans la ville où nous on vit. Et mes parents sont en France. Donc en fait, j'ai été vraiment très très loin de m'imaginer que c'était une grosse erreur, mais c'est pas grave, c'est chose faite. Donc comment on s'est organisé économiquement parlant? Ben économiquement, encore une fois, c'est moi qui ai financé tout le truc parce que lui, il a un salaire et puis moi j'ai une trésorerie qui me permet en fait de faire ça. Donc je me voyais mal en fait lui demander de participer à, à mon salaire. Par contre, il a participé à d'autres choses au niveau de la maison et au niveau, par exemple, de plus payer, tu vois, certaines factures ou certains mois le loyer ou des choses comme ça, tu vois. Donc, on a réussi un petit peu à s'équilibrer de cette façon-là parce que moi, je travaillais pas et puis j'étais toute la journée à m'occuper de notre enfant, tu vois. Donc, je pensais qu'il y avait, enfin, on pensait qu'il y avait quand même un équilibre à trouver. Et après la grossesse, donc moi, j'ai pris environ 4 mois vraiment 100% à la maison. Et pourquoi tu as Il choisi a cette durée-là? Parce que j'ai pas eu le choix. En fait, ici, au Japon, les enfants, les bébés peuvent aller en crèche à partir de leurs 6 mois. Donc, c'est Mmh. assez tard, entre guillemets, comparé, tu vois, à certains pays. Et moi, je m'étais dit, bon, moi, je sais que je suis pas du tout faite pour rester à la maison. Je sais qu'il y a potentiellement, il y a un moment où je vais mal le vivre. Mmh. Mais je vais tenter le truc parce que j'ai pas le choix, tu vois. Donc lui, il a pris 15 jours de congé à peine, tu vois, c'était vraiment pas grand-chose. Peu après être revenu au travail, il a eu la possibilité de commencer à travailler exclusivement à la maison, donc faire du télétravail. Donc ça a été, je dois le dire, une grande aide. Et en fait, au Japon, il y a un système très très chouette de postpartum. Donc il y a un énorme service à la mairie en fait au niveau du postpartum où il y a plusieurs choses, tu vois. Il y a du coup un service qui s'appelle Family Support qui, à partir des 3 mois du bébé, tu peux demander une babysitter qui est formée en fait par la mairie et demander en fait à cette babysitter qu'elle fasse les heures que toi tu veux qu'elle fasse. C'est un prix qui est très abordable en plus. Donc tu peux lui demander ou qu'elle vienne à la maison ou amener ton bébé chez elle. Et donc nous, on a eu l'immense chance, vraiment beaucoup beaucoup de chance de trouver une femme incroyable qui habite à 10 minutes de chez nous. Et en fait, à partir du mois de janvier, donc quand bébé a eu 4 mois, moi j'étais pas bien du tout mentalement et j'avais un énorme besoin de revenir au travail, mais vraiment c'était viscéral, tu vois, c'était vraiment dans Mmh. moi, je le ressentais au plus profond. Et du coup, on a pris la décision avec mon mari, donc c'est pas cher à l'heure, mais c'était quand même un budget, tu vois, tous les mois. Donc là, pareil, si au niveau économique, on a fait moite-moite, tu vois, parce que c'était nécessaire, vraiment plus que nécessaire au niveau mental. Donc elle a commencé à aller là-bas 3 fois par semaine, 3 matinées par semaine en fait. Donc ces 3 matinées par semaine-là, moi j'ai pu reprendre le travail, donc on va dire que c'était aller peut-être un mi-temps, un peu moins d'un mi-temps, tu vois? Et ça a OK. beaucoup changé la donne. Mmh. Et est-ce que tu peux revenir un petit peu sur, ce que tu disais par rapport, au fait que ça commençait à être vraiment difficile pour toi, que tu avais ce besoin viscéral de reprendre le travail? Comment s'est passé peut-être déjà, ton accouchement? Est-ce que tu as accouché, plus tôt, plus tard que prévu et le postpartum, immédiat? Et ensuite tu peux, voilà, nous raconter, pourquoi, tu as trouvé le temps long Mmh. dans cette période-là? Alors j'ai accouché 2-3 jours après ma date de terme. J'ai dû être déclenchée. J'ai pas eu du tout l'accouchement rêvé que j'aurais voulu avoir. Donc ça a rajouté beaucoup beaucoup de mal-être en fait à mon postpartum parce que vraiment pendant 2 mois je pleurais tous les jours. Enfin, j'étais vraiment, vraiment pas bien de par l'accouchement que j'avais eu et parce que l'arrivée de ce bébé m'a beaucoup chamboulée, beaucoup, beaucoup chamboulée. Et puis aussi parce que vraiment ce truc-là de rester à la maison et de pas pouvoir travailler. Alors je bidouillais quelques petites choses quand elle faisait la sieste parce que ça me faisait du bien, tu vois. Mais ça m'a beaucoup affectée, beaucoup, beaucoup affectée. Et je le savais avant. Je savais très bien que c'était pas du tout mon style de personnalité, que j'allais mal le vivre. Je le savais, mais bon, il fallait que je passe par là. De toute façon, j'avais pas le choix. Aujourd'hui, je demanderais à mon mari de prendre ce congé paternité et de moi de revenir au travail plus tôt. Ça, c'est clair et net. Parce que je pense que, en fait, il y a un truc qui est
très compliqué à gérer et je le vis très mal encore, c'est cette inégalité. Et t'en parlais il y a pas très très longtemps dans un épisode où en fait moi, comme je suis entrepreneur, j'ai plus de flexibilité, j'ai plus de d'adaptabilité, tu vois, alors que lui, il est salarié, et ben lui en fait, il a un boss et il doit faire ce que lui dit son boss, tu vois. Mmh. Et moi, j'ai plus à perdre que lui au final, tu vois, parce que moi, j'ai une entreprise à faire tourner, j'ai une entreprise qui marche en plus aujourd'hui, donc il y a un chiffre d'affaires qui aussi, faut le dire, nous fait vivre confortablement à tous les deux, et c'est vraiment une chance pour tous les deux, on doit le dire, tu vois. Mmh. Donc en fait, j'ai senti beaucoup d'injustice, beaucoup d'inégalités. Pourquoi moi je dois rester à la maison et alors que toi tu vas travailler. J'avais besoin tous les soirs qu'il me raconte plein de choses du travail, alors que ça m'intéressait pas du tout parce que lui il est dans l'informatique et ça me semble complètement lunaire. J'avais besoin, tu vois, de ce contact avec la société. Je me sentais seule, je me sentais malheureuse, quoi. Alors que j'aimais mon enfant par-dessus tout, tu vois, ça n'a rien à voir, hein. Mmh. J'ai vraiment vécu une période très très sombre pendant 3-4 mois, j'ai envie de dire, hein. Ouais, Mmh. c'était dur. Ouais, jusqu'à ta reprise, et je pense que merci de nous partager ça. C'est pas toujours évident, tu vois, de de lever le voile sur des parties sombres de voilà, ou les choses qu'on a mal vécues, mais c'est hyper important, je pense, voilà, de se rendre compte, notamment cet aspect solitude parce que, voilà, le mari qui travaille, c'est une chose, puis il y a aussi l'isolement quand on est à Ouais. l'étranger, quand la famille Mmh. est loin. Et ouais, s'occuper toute la journée d'un nouveau-né, c'est éreintant alors qu'on arrive à Ouais. rien faire. Et ouais, je me reconnais vraiment dans tes mots parce que j'ai vécu exactement la même chose, grossesse à l'étranger, mon mari qui reprend le travail et que j'ai envie de que j'envie en fait, voilà, que je Ouais, c'est jalouse. ça, c'est ça, j'étais jalouse, Et du tu coup, vois? ouais, ce Ouais, ce sentiment d'injustice, qui s'ajoute, au mal-être, voilà, physique et émotionnel, du mmh, tsunami de la maternité et effectivement, ça, c'est complètement. le patriarcat qui nous rajoute une couche de de difficulté, j'ai envie de On est dire. d'accord, ouais. Mmh. Et puis aussi, tu vois, j'avais des moments aussi où je me sentais extrêmement coupable. Ouais, et mal aussi de ne pas profiter de ces moments-là. Tu vois, je m'étais dit en fait, bah, c'est des moments de pause que tu ne vivras pas 36 000 fois dans ta vie, donc profite, tu vois? Et en fait, Ouais. je sais que je suis incapable parce que moi, je suis toujours dans, il faut que je produise des choses, il faut que je fasse, faut que je sois en action, tu vois? Mmh. Et j'ai vécu à peu près, donc j'ai eu ma meilleure amie qui a accouché en Australie, elle, en avril, donc on n'a pas beaucoup, tu vois, de mois de différence, qui Ouais. elle a vécu un postpartum incroyable, mais parce qu'elle a une autre, personnalité, tu vois? Où elle a vraiment, Mmh. profité de chaque minute avec le bébé, elle a vraiment connecté dès le début avec ce bébé-là. Enfin, c'était vraiment, très, fusionnel, tu vois? Et il y avait Ouais. des moments où Ouais, je me ouais. disais: «Mais pourquoi moi je vis pas ça?» Tu vois? Pourquoi j'arrive pas moi à vivre ça? Pourquoi j'ai ce besoin-là de travailler et je vis mal en fait le fait d'être à la maison, quoi. Mais en Mmh. fait, encore une Mmh. fois, voilà, il faut juste accepter qu'on est différentes et qu'on vit les choses, Ouais. Et puis ça voilà, peut c'est comme aussi ça. être très différent, encore une fois, tu disais d'une femme à l'autre, puis d'une grossesse à l'autre, Mmh. parce que du coup, pour faire une mini parenthèse sur, mon vécu, donc moi j'ai eu un deuxième enfant depuis mon premier, et je voulais pas revivre un postpartum comme ça, et du coup je l'ai préparé, j'ai pris une préparation, au postpartum, dédiée par une doula, Mmh. canadienne qui s'appelle, Karine de Quantique Mama, voilà, je mettrai le lien d'ailleurs sous l'épisode pour celles à qui ça a fait envie. Et ça m'a vraiment permis de préparer mon postpartum, autant, voire plus que j'ai préparé mon accouchement, naturel, sans médicalisation. Parce que voilà, moi aussi j'ai mal vécu mon premier accouchement à cause de la médicalisation, donc bref. Et donc, je pense avoir un peu le même tempérament que toi, d'adorer travailler, d'adorer ce que je fais et tout, et j'ai 1000 fois mieux vécu mon deuxième postpartum OK. parce que, c'était complètement différent. J'étais jamais seule avec mon bébé, et ça a tout changé, en fait. Bah oui, carrément. Et du coup, j'étais toujours à l'étranger, j'avais toujours pas ma famille à côté, j'ai juste, sorti le porte-monnaie, quoi. Enfin, j'ai fait sortir le porte-monnaie à mon mari pour pour être tout à fait, honnête, parce que dans ce truc d'injustice, c'était aussi: «Bon, par contre, c'est pas moi qui raque». Ouais. Et donc, voilà, si OK, toi, tu as envie de bosser, certes,
le travail que tu devrais faire, tu payes quelqu'un pour faire ton travail de me chouchouter, me masser les pieds, me faire à manger, nettoyer la maison, prendre le bébé quand j'ai envie de faire une douche, quand j'ai envie d'aller faire pipi, quand j'ai envie d'aller prendre l'air, quand j'ai envie de pas être avec le bébé, enfin tu vois. Et donc j'avais une armée autour de moi de de C'est personnes top ça. qui étaient là, et ça, enfin voilà, ça a tout changé, quoi. Ouais. Après effectivement, comme tu dis, c'est aussi une question de tempérament, enfin voilà, il y a plein de choses qui rentrent en jeu, mais c'était juste, voilà, petite lueur d'espoir il y a aussi une dimension au-delà de ta personnalité, configuration en fait, et Ouais, on n'est pas fait en tant qu'être humain pour s'occuper d'un bébé. Seule notre espèce ne l'a jamais fait, à complètement. part depuis 50 ans. Donc le Mmh. mal-être, il vient aussi de là, et c'est pour ça qu'on parlait de patriarcat tout à l'heure. Donc voilà. Non, mais le Et donc village, tu vois, dont on parle souvent, moi j'ai vraiment, ouais, ça m'a manqué quoi, vraiment manqué. Alors que tu vois, le Japon, encore une fois, a un service postpartum incroyable et on avait de l'aide à domicile, de la mairie, vraiment à des prix complètement dérisoires. Enfin, c'est hyper intéressant tout ce qu'ils mettent en place, mais c'était pas assez, tu vois, au quotidien. J'avais besoin d'un soutien quand même différent, tu vois, qui m'a beaucoup, beaucoup manqué. Donc, mais c'est rassurant ce que tu dis. Peut-être, tu vois, un deuxième postpartum, ça peut se vivre différemment, quoi. Exactement. Et puis, pour finir sur ce point, et puis tu nous raconteras la suite, et la fin de ton histoire. Mais il y a aussi, tu vois, se préparer, ou en tout cas accepter de ralentir et de ne rien faire dans une société qui survalorise, Mmh. l'action, la productivité, et cetera. Il y a aussi une déconstruction, là-dessus qui peut être, importante. Mais en tout cas, je trouve ça super que tu te sois octroyé ces quelques mois de congé maternité, quand bien même tu n'avais pas le droit à des indemnités. Même si c'était par la force des choses, faute de mode de garde, parce que, il y a les chiffres qui parlent, et qui en France, en tout cas, ça a été mesuré par l'IFOP, une majorité, de femmes ne prennent pas leur congé maternité, en entier. C'est 73 qui reprennent avant la fin de leur congé, et quand on rentre Oh! dans le détail des chiffres, c'est une grande majorité le premier mois après avoir accouché, et même 34 au bout d'une semaine. Oh Une waouh! semaine après l'accouchement, c'est Ah, fort de c'est coco. chaud. Ouais. Ouais. Ouais, ouais. Waouh! OK. Donc avec les risques accrus derrière de burn-out, de dépression du postpartum, et des séquelles physiques aussi, parce que c'est Bien sûr. difficile de se remettre si le corps n'est pas reposé. Alors qu'il y a ces droits aux indemnités, tu vois? Donc c'est pour ça que je trouve ton témoignage vraiment intéressant, et ça fait écho, au témoignage qui est diffusé juste avant le tien, avec Clémentine Sarlat, qui disait elle aussi ne pas avoir pris, les indemnités dont elle avait droit, mais c'était juste, c'est une autre histoire. Mais elle s'est accordée un vrai congé maternité, et je pense que c'est vraiment important, parce que parfois, parce que moi je suis en contact beaucoup avec des Françaises, qui se prennent un petit peu la tête sur les aspects administratifs de: «Est-ce que j'ai droit? Pas droit? Nin, Et oui, il y a plein de subtilités, puis on en parlait tout à l'heure, c'est un peu parfois la maison qui rend fou d'Astérix, mais du coup je trouve que ça les coupe un petit peu de la responsabilité de: «Est-ce que je vais prendre mon congé? Est-ce que, Mmh. tu vois, qu'est-ce que je vais mettre en place, dans mon business pour assurer que, financièrement parlant, ça puisse, voilà, être une période, qui soit suffisamment sécurisée pour m'octroyer en fait, cette pause, que je sois indemnisée ou pas». Ouais, ouais, complètement. Et donc finalement, tu reprends le travail, ton bébé a 4 mois, alors c'est quelques heures par semaine, sur, voilà, les 12 heures que ta nounou, peut garder ton bébé. Comment tu vis les choses, cette reprise tant attendue? Comment ça se passe? Et puis comment ça se passe aussi pour ton business, cette reprise à c'est pas même pas mi-temps, à quart de temps, Ouais. à tiers-temps? Enfin, alors ça m'a fait beaucoup de bien, je dois le dire. Ça a été un peu bizarre les premiers jours, tu vois, de laisser bébé. Mais encore une fois, on a eu vraiment beaucoup de chance de trouver cette femme-là qui est incroyable et très aimante et très soutenante. Donc, j'ai pas ressenti beaucoup de culpabilité ou beaucoup de tristesse, tu vois. Je me suis dit, ok, là maintenant, c'est le moment, tu vois, de me mettre au travail. Je ne pense à rien d'autre que le travail. Et cet après-midi, quand je vais la récupérer, on est à fond toutes les deux. Et c'est un Mmh. temps pour le travail, un temps pour la famille. Et je pense que les premiers jours que j'ai repris, je me suis dit en fait, j'avais tellement besoin de cet équilibre.
j'avais perdu cet équilibre, tu vois, les premiers mois où je me suis dit, j'étais que maman finalement et ça ne m'épanouissait pas à 100%, tu vois. J'avais vraiment besoin de cet équilibre-là pro-perso et c'est quand j'ai vraiment repris là le travail en janvier, du coup à un quart de temps, mi-temps, où j'ai vraiment profité du temps que je passais avec mon bébé, tu vois, vraiment. Mmh. Donc ça s'est très bien passé. J'étais très frustrée parce que c'était pas assez, bien évidemment, parce que 10-12 heures de travail par semaine, c'est absolument pas assez. Donc ça me frustrait, mais je savais qu'en avril, elle allait rentrer à la crèche et donc il fallait aussi profiter de ce moment-là. Et aujourd'hui, on est le 8 mai et vraiment, si j'ai un conseil à donner, chaque fois, je me dis, le temps, il passe tellement vite avec les bébés. Je me souviens pas de tout quand elle était nouveau-née, parce que c'est un tsunami et parce qu'il y a des choses qui s'effacent de ta mémoire. Et en fait, je pense que j'ai bien profité de ces mois-ci et j'aurais été incapable de reprendre le travail à 100% quand elle avait, je sais pas moi, 2-3 mois. Ça aurait été beaucoup trop traumatisant, je pense. Donc je suis très contente en fait d'avoir eu cette reprise en 2 temps, tu vois ce que je veux dire? Mmh. Ouais, Mais ouais, le tout à fait. conseil que je donnerais, c'est vraiment profiter de chaque seconde parce que c'est fou comme aujourd'hui elle a 8 mois et je regarde des photos d'elle ou des vidéos d'elle quand elle avait 2-3 mois et je me dis: «Mais où est cet enfant?» Tu vois? Et D'accord. donc en fait, il faut prendre le temps, même si on n'a pas la personnalité tout ce que j'ai dit aujourd'hui, il faut prendre le temps parce que ça passe trop vite, quoi. Ça passe beaucoup trop Mmh. vite. Mmh. Ouais. Ça, c'est aussi quelque chose dont on entend parler, avant de devenir, parent et on s'en rend On compte, comprend pas. Ouais, 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 on s'en rend compte quand on le ouais, vit de ce temps qui passe vite et de complètement. s'ébahir de toutes les petites choses, «Il arrive à attraper un truc avec sa main», genre Oui, oui, bah, OK, les autres, enfin, voilà, je me rappelle, moi, quand je voyais des bébés, j'étais: «Ah oui, bon, bah, voilà, il attrape c'est un truc clair, avec sa main, c'est pas non plus, mais quand c'est le tien, tu es là: c'est clair. Ouais, c'est fou. Et du coup, aujourd'hui avec le recul, maintenant que tu as, pu reprendre, à un rythme, un peu plus, soutenu, quel a été, l'impact, de cette maternité, sur ton business? Et je pense aussi, au rôle, que ton équipe a pu jouer ou que Mmh. le batching et toute cette automatisation que tu avais mis en place, a joué. Aujourd'hui, quelles sont tes perspectives? Ouais. Alors quand je dis que ça a pas impacté mon activité, oui, j'ai pas eu d'impact au niveau économique, mais c'est vrai que j'ai senti que c'est pas que ça se ralentissait, mais qu'à partir d'un moment, tu vois, il y avait pas de nouveauté. C'était un petit peu comme, voilà, le train, il est en marche, mais il y a pas de nouvelles choses, hyper excitantes, tu vois, généralement qui se passent, pendant l'année à des moments, forts de l'année. Donc c'est vrai que, quand j'ai repris le travail en janvier, donc une première partie et là en avril du coup, vu qu'elle va à la crèche à 100%, je me suis posé beaucoup de questions en termes: «OK, maintenant il faut que je reprenne ma créativité et il faut que, je remette certains temps forts de l'année et que je commence à recréer certaines choses». Par exemple, tu vois là en juin, c'est les 4 ans de l'école des profs, donc on prévoit un gros truc, pour fêter ça. En septembre, c'est la rentrée, donc forcément les profs, rentrée égale prof, tu vois? Donc il y a toujours un truc intéressant à faire. Pendant, à peu près, on va dire, ouais, 6 mois, il y a pas eu toutes ces choses-là, tu vois? C'était très plat, on va dire. Donc, oui, il y a eu beaucoup de nouveautés. Là, on est en train de recruter, donc on va avoir, de nouvelles, personnes qui vont arriver dans l'équipe, là, d'ici 2 semaines à peu près. Donc ça me met en joie. Ça va être très chouette parce que ça va donner, beaucoup de nouveautés, beaucoup de fraîcheur un petit peu à la communauté de l'école des profs. Et beaucoup, beaucoup de choses, à mettre en place, comme je te dis pour le mois prochain, avec, les 4 ans de l'école des profs. Là, on est en train de faire, toute la refonte du programme, donc de tout réactualiser, tu vois? Donc beaucoup, beaucoup de nouvelles choses, beaucoup de choses qui arrivent et je dirais qu'en fait, il y a une chose qui a changé, mon entreprise, enfin plutôt ma manière de travailler, c'est que j'ai l'impression d'aller un peu plus droit au but aujourd'hui quand je travaille. J'ai l'impression d'être plus productive et la question que je me pose aujourd'hui, c'est qu'est-ce que je faisais de tout mon temps quand j'étais, pas enfin avant d'être maman? Parce que j'avais un temps, vraiment, illimité et qu'est-ce que je faisais de tout ce temps-là, en fait, tu vois? C'est quand même assez incroyable. Donc je n'ai pas la réponse, mais je pense qu'on est beaucoup à se poser cette même question quand on devient maman. Super. Et aujourd'hui, si c'était à refaire, qu'est-ce que tu mettrais en place pour, préparer ton business, à la grossesse, avant, pendant, après?
Aujourd'hui, si c'était à refaire, je demanderais à mon comme je l'ai dit, à mon mari de prendre un congé paternité, d'avoir plus d'égalité du coup, peut-être, tu vois, si on prend, 4 mois en tout, ben qu'on fasse 2 et 2 ou qu'on fasse, tu vois, je sais pas, enfin qu'on essaye, tu vois, d'avoir plus d'égalité. Ouais. Ou Hem mi-temps, mi-temps, parce que toi, ça te permet de Mmh. reprendre à mi-temps et comme tu le Ouais, disais, ça, c'est hyper confortable, en fait, de pas passer de 100 avec son bébé à 0 avec son bébé oui. et du coup, il y a des je sais qu'il y a des couples qui fonctionnent comme ça, alors quand c'est possible pour les métiers de l'un et de l'autre, mais ça peut être Ouais, mi-temps, c'est pas bête, c'est clair, ça pourrait être une idée. Mais vraiment, je demanderais, enfin, parce que lui, il aurait énormément aimé, hein, forcément. C'était juste un truc, voilà, je viens de rejoindre cette entreprise et c'est pas hyper stratégique. Mais lui-même, il m'avait dit qu'il aurait beaucoup aimé rester à la maison. C'est juste que voilà, c'était pas forcément le bon moment. Mais oui, je pense que ce serait la chose que je changerais, de revenir un petit peu en arrière et de changer ça, pour moins souffrir en fait de cette solitude, ouais. et pour finir, est-ce que tu as déjà donné certains, mais si tu v voilà, si tu en as d'autres ou si pour résumer, quels conseils tu donnerais, aux entrepreneuses, qui nous écoutent et qui souhaitent se lancer dans un projet bébé ou qui sont enceintes et qui ont peur justement pour leur activité? Bien préparer, le congé. Donc si dans un cas de figure comme le mien, donc faire du batching de contenu vraiment et avoir, tout un contenu qui sort pendant que nous on n'est pas là, vraiment c'est quelque chose qui est très rassurant. Avoir si possible, quand on a une équipe du coup, bien les former et leur dire en fait tout ce qu'il faut faire pendant qu'on n'est pas là, ça c'est hyper important. Mais au-delà de ça, quand on est en congé mat, vraiment avoir, une armée autour de soi comme toi tu as pu le faire pendant ton deuxième postpartum, avoir du soutien. Ça, c'est ultra important et même si on doit payer, je veux dire débloquer un budget pour ça, on le regrettera jamais en fait. C'est vraiment un investissement. Un investissement mental, enfin pour la santé mentale de la maman, mais aussi pour la santé mentale de la famille et chaque fois mon mari me disait: «En fait, si tu pas bien toi, moi je suis pas bien». Et en fait, c'est toute la famille qui n'est pas bien. Donc en fait, c'est hyper Bien sûr. important que la maman au centre, qui est au centre avec le bébé, se sente bien. Donc quitte à payer, plein d'heures de ménage, plein d'heures de cuisine, des massages comme tu disais, du babysitting et cetera, c'est pour moi en fait, une chose qui est ultra importante et que je conseille vivement. C'est en Chine, donc pas très Oui. loin, de toi, même si très différent évidemment, où en fait, le budget postpartum, il est équivalent au budget mariage. Parce Ouais, qu'en je fait, sais, en ouais. France, on dépense facilement, plusieurs milliers d'euros pour, son mariage, la journée avec la fête, avec tout le monde. Mais par contre, parce qu'on est peut-être aussi un petit peu habitué à ce système de santé, où tout est enfin, ou en tout cas, on n'a pas on se rend pas compte de tout ce d'ailleurs, de tout l'argent que c'est que ça demande. Mais Mmh. du coup, on est dans cette optique de, pas forcément, dépenser. Et c'est important aussi de savoir, qu'il y a des aides qui existent, notamment pour celles donc, qui sont en France, au-delà du congé, maternité. Il y a plein d'aides qui existent, parce que, voilà, c'est clair que c'est un budget et que, oui, tout le monde ne peut pas se le permettre, mais en fait, justement, quand on rentre dans les caisses de ceux qui peuvent pas se le permettre parce qu'on a, voilà, des revenus, un peu ric-rac, bah, justement, on coche les cases, pour, toutes ces aides, financières et non financières d'ailleurs, qui existent en France. Pareil, c'est quelque chose qu'on liste dans la masterclass avec Loïc Audron. Je mettrai les références sous l'épisode pour celles voilà que ça intéresse parce que je pense que c'est vraiment important de justement prendre les choses en main, de pas Mmh. se laisser Bien porter par s'informer. le minimum syndical et se Mmh. dire que oh bah ça ira. Non, dans la plupart des cas, c'est quand même un tsunami. C'est un mot Ouais, aussi qui revient souvent. ouais. On se rend pas compte, tu vois, du peu de temps qu'on aura. Parce qu'on se dit: «Non, mais moi, pendant qu'il fait la sieste, je ferai mes trucs». Mais en fait, tu es tellement fatiguée meuf, j'ai envie de dire à toutes mes tu vois? Que tu as envie juste de dormir, tu vois? Et travailler, c'est un gros, gros, gros effort pendant la sieste du bébé. Un gros Ouais. effort et encore, si tu as de la chance d'avoir un bébé qui dort 2 heures d'affilée, ben cool. Mais il y a des bébés qui dorment 30 minutes, tu vois? Donc non, c'est très Oui dur. et c'est très aléatoire. C'est travailler Voilà. alors que tu sais pas combien de temps tu as devant Oh toi. oui, C'est horrible. hyper frustrant, c'est Ouais, horrible parce que du coup, très. tu te mets dans le mood de ta et paf, pile au moment où ça y est, tu es dans le On flow, t'entend pleurer.
Ouais. Et donc ouais, c'est ça qui est terrible. Mmh. Et je voulais conclure aussi notre interview parce que tout à l'heure tu disais on ne sait pas comment on va le vivre. Et effectivement, oui, on ne sait pas ce qui nous attend et voilà, on a beau entendre des récits et tout, c'est difficile d'appréhender comment on va vivre les choses. Mais c'est Renée Grossard, une essayiste, qui a écrit un super bouquin que je recommande aussi qui s'appelle Choisir d'être mère, qui dit que certes, on peut pas savoir ce qui va se passer pour nous, mais l'idée c'est quand même de pas aller en escarpin dans un trek au Népal. C'est-à-dire que Mmh. on peut quand même préparer, mettre en chose des choses en place, pardon, pour pas débarquer en touriste dans une période hyper challengeante. Mmh mh. Donc peut-être qu'il y aurait des trucs dans le sac à dos dont finalement on n'utilisera pas. Mais voilà, ça vaut quand même le coup de bien s'entourer, voilà, de bien se préparer pour vivre les choses au mieux et faire en sorte que on se noie pas dans le dans le tsunami, mais qu'on surfe sur la vague et qu'on en Complètement. ressort grandi. Ouais, c'est clair. Je suis d'accord. Ton épisode va sortir pile au mois de juin, donc j'en profite, même si c'est en avance par rapport à notre enregistrement, mais j'en profite pour souhaiter un très bel anniversaire à l'école des profs. Je mettrai les liens évidemment sous l'épisode pour les personnes qui nous écoutent et qui veulent aller voir voilà tout ce que tu proposes. Puis s'il y a des profs qui nous écoutent, allez voir ce qui se passe du côté de l'anniversaire de l'école des profs. Ça a l'air top tout ce que tu prépares et toutes les nouveautés Mmh mh. que tu vas mettre en route après cette période d'accalmie pendant ton congé maternité. Merci beaucoup pour ton témoignage et Avec puis plaisir. longue vie à tout ce que tu fais et bravo encore voilà pour ton parcours entrepreneurial et Merci beaucoup Solène. un grand merci à Charlène pour son partage qui montre l'importance de bien s'entourer dans son business comme à la maison quand on est entrepreneuse et qu'on s'apprête à devenir maman. Si comme Charlène, vous souhaitez autofinancer au moins en partie votre congé maternité, je peux vous y aider. Depuis 2023 que je me focalise sur le sujet des grossesses d'entrepreneuses, j'ai analysé plus de 150 retours d'expérience dans 17 industries différentes et à tous les stades de développement. J'en ai déduit 6 stratégies clés, pour certaines que j'ai moi-même testées et approuvées, pour s'octroyer un vrai congé maternité sans stresser financièrement pour son activité et sans uniquement compter sur les indemnités pour celles qui y ont droit. Je détaille tout cela dans un guide gratuit avec 6 stratégies principales à connaître et à choisir en fonction de votre situation. Chaque stratégie est complétée d'exemples concrets pour pouvoir se projeter, de mes meilleurs conseils d'experte en stratégie entrepreneuriale depuis 10 ans tout de même. Bref, ça vaut de l'or et vous pouvez y avoir accès gratuitement. Le lien pour télécharger le guide se trouve dans la description de l'épisode. La semaine prochaine, on se retrouve pour un hors-série très spécial où je vais vous raconter les coulisses de mon premier passage télé dans l'émission incontournable de France 2, La Maison des Maternelles. Alors abonnez-vous au podcast pour que les prochains épisodes apparaissent directement dans votre feed et ne pas louper ça.